Bonjour tout le monde, c'est Dr Boubou Meriem, radiologue au CHU de Fès. Je tiens à remercier tout d'abord l'amicale de la pédiatrie, précisément professeur Hida, président de l'association, de m'avoir invité pour animer cet atelier d'échographie qu'on va le diviser à peu près en 2 temps. Premier temps, ça va être la théorie. Donc, on va voir un peu de théorie sur l'écho abdominal, l'écho thoracique, l'écho testiculaire, et on va voir tous les organes abdominaux. Voilà. Et après, nos amis de la société Siemens, ils ont ramené un échographe pour faire si possible, si vraiment possible, parce on ne trouve pas la table, pour faire une petite démonstration. Donc, voilà, donc on va démarrer. Donc l'écho, comme vous connaissez, c'est le gold standard, voilà. C'est le gold standard dans la pathologie pédiatrique. Donc, ces avantages, comme vous connaissez, c'est un examen qui est non ionisant, c'est un examen qui est rapide et on obtient en temps réel les résultats au moment de la réalisation. C'est un examen qui est peu coûteux et son inconvénient, c'est qu'il est opérateur dépendant. Donc tout d'abord, on va voir l'échographie abdominale. Comme vous connaissez, c'est l'examen de première intention chez l'enfant, vu qu'il n'y a pas d'irradiation reproductible. Il nécessite généralement un jeûne de 6 heures, ou voire surtout la vésicule biliaire, et puis chasser un peu les gaz pour bien voir et étudier les parois digestives. Et il nécessite aussi un gel d'échographie qui doit être chauffé, surtout pour les enfants. Techniquement, c'est un examen qui est réalisé en décubitus dorsal ou décubitus latéral gauche en fonction de l'exploration. Il nécessite soit une sonde profonde pour les grands enfants ou une sonde superficielle pour étudier le petit enfant et aussi les contours des organes qu'on va explorer. Il nécessite parfois l'inspiration-expiration pour chasser un peu les gaz et voir le reste de l'abdomen. Donc tout d'abord, radioanatomie de l'abdomen, on va démarrer par le foie. Donc c'est l'échographie, c'est l'examen de première intention pour le foie. Il nécessite soit une sonde de 5 MHz, 3 MHz, c'est des sondes profondes pour le grand enfant, et pour le petit enfant ou le nourrisson, le nouveau-né, c'est la sonde superficielle, c'est la sonde de grande fréquence, d'accord, peut-être 10 mégas ou 18 mégas en fonction de votre échographe. On peut utiliser le mode B, c'est le mode morphologique qu'on voit, ou le mode Doppler, ou c'est un peu beaucoup plus spécifique, l'écho de contraste ou l'élasto. L'écho de contraste, c'est surtout pour injecter un produit et étudier la vascularisation d'une tumeur, ou l'élasto pour voir la dureté de la lésion. Est-ce que la lésion elle est dure ou molle, pour voir est-ce qu'elle est bénigne ou maligne. Ça, c'est un peu spécial. Donc les conditions, généralement, ça nécessite un jeûne de 6 heures ou de 4 heures, décubitus dorsal ou décubitus latéral gauche pour bien explorer le foie, une inspiration profonde pour explorer le dôme hépatique et le segment 7 et 8 qui sont vraiment postérieurs. Il est généralement gêné par les gaz ou l'obésité ou une cicatrice opératoire, ou parfois l'interposition du côlon, surtout l'angle colique droite, pour voir le reste du foie, surtout les segments postérieurs. Donc la taille et la forme du foie, je vais passer vite. Donc on a le foie droit et le foie gauche. Donc pour explorer le foie droit, généralement on part dans la ligne médioclaviculaire. Il ne doit pas dépasser 13 cm pour le grand enfant, c'est comme l'adulte. Et pour le foie gauche, on part au niveau de la ligne médiane. Il ne doit pas dépasser 6 cm généralement. On va voir toutes les coupes qu'on va réaliser pour bien explorer le foie et voir sa taille surtout. Parce que parfois vous donnez pas d'hépatomégalie, un radiologue vous donne hépatomégalie. Donc c'est pas mal de fois, je pense, les pédiatres ils sont confrontés à cette situation. Donc là vous voyez, vous avez ça c'est le foie.
Ça, c'est le rein droit, d'accord? C'est une image coupe longitudinale passant par le foie droit et bien sûr prenant le rein droit. Ça, c'est une coupe. Pour prendre la taille, on mesure de l'extrémité jusque là. On a aussi une coupe longitudinale du foie gauche. Voilà, vous voyez, ça c'est l'estomac, c'est le pancréas, c'est l'aorte, le tronc cœliaque, l'artère mésentérique supérieure. Et vous voyez, ça c'est le foie gauche qui est vraiment triangulaire et la mesure, elle est comme ça. C'est une image longitudinale. Donc voilà, on a un tableau qui récapitule, qui résume toute la biométrie hépatique. Nous, sur le plan pratique, on démarre à la naissance à peu près 5-6 cm pour un nouveau-né. Et chaque année, 1 cm qui se rajoute, généralement. Mais parfois, toujours, on utilise le tableau pour s'assurer est-ce qu'il y a une hépatomégalie pour les enfants, bien sûr, voilà, vous voyez, à 14 ans et 6 mois, on a 11-12 cm. D'accord, c'est le maximum. Donc, l'écogénicité du foie et son écostructure doit être homogène. Elle doit être, ce qui est particulier, doit être identique ou très légèrement supérieure à celle du cortex rénal homolatéral. D'accord? Donc, ce qui est homolatéral, c'est le rein. Donc, toujours, on compare le parenchyme hépatique par rapport au cortex rénal homolatéral. Elle est généralement inférieure, l'écostructure, elle est généralement inférieure à celle de la rate du côté contralatéral. Donc, les contours, ils doivent être lisses, réguliers, avec des angles qui doivent être aigus. Donc, voilà, je vais vous montrer ici. Sur l'image précédente, vous voyez, ça c'est le rein gauche. L'angle doit être aigu. S'il est vraiment comme ça, donc il y a une hépatomégalie au dépend du côté gauche. Voilà. Donc, je passe. Pour les coupes de référence, on a 2 coupes de chaque côté. Les coupes sagittales. Voilà, donc pour la coupe sagittale, ça c'est schématique. Donc généralement, on doit chercher l'aorte. Ça, c'est du côté gauche. On doit chercher l'aorte, le tronc cœliaque, l'artère mésentérique, les 2 branches supérieures. Ça, c'est la tête du pancréas, l'estomac. Et on trouve le foie, il va sortir pour nous. D'accord? Donc, on va prendre la coupe avec un angle qui est aigu du foie gauche et on prend les mesures de ce côté. Même chose pour le côté droit. Donc, on a 2 coupes. On a la coupe sagittale passant par le rein droit et la coupe sagittale passant par la veine cave inférieure. D'accord? Et c'est question de coupe. Hein. Donc, on change la sonde. C'est nous qui peuvent prendre ces coupes. Hein. Donc, c'est question de manipulation avec la sonde. Donc, on a la première coupe en avant de la veine cave inférieure, voilà, on fait les mesures, et en avant du rein droit, et on prend les mesures. Voilà, deuxième coupe, on prend les mesures en avant du rein droit. Ça, c'est pour le côté droit. Le côté gauche, on a juste une seule coupe qu'on vient de voir. Les coupes axiales pour explorer le foie, on a la coupe passant en haut par les veines sushépatiques, voilà, vous voyez les veines sushépatiques, on a la veine cave inférieure rétrohépatique, on a les veines sushépatiques, donc la médiane qui est toujours divisée en 2, la droite et la gauche. Et puis on a la deuxième coupe axiale qui passe par la bifurcation portale, vous voyez, donc ça c'est la bifurcation portale, et on doit explorer le foie, ça c'est la veine cave inférieure rétrohépatique, ça c'est le carrefour portal, et ça c'est la veine porte droite, et le début de la veine porte gauche. Et après, on a la troisième coupe axiale qui passe par le pédicule hépatique, voilà, vous voyez la veine portale, l'artère hépatique commune, voilà, vous voyez, et la voie biliaire qui est petite, et voilà le foie droit, voilà, et ça c'est la veine cave inférieure rétrohépatique, et ça c'est la vertèbre, et ça c'est l'aorte. La vascularisation hépatique, elle est assurée par 2 branches, donc on a les veines sushépatiques,
le Doppler, quand on réalise le Doppler, déjà morphologiquement, ils ont une paroi qui est fine, régulière, et sur le Doppler, ils ont un spectre veineux qui est triphasique. D'accord? Donc c'est très important pour le Doppler. La morphologie normale, c'est qu'ils ont un spectre qui est triphasique, avec un flux hépatofuge durant la diastole et un reflux bref en systole. Généralement, on demande à l'enfant de faire une inspiration profonde si possible, sinon on peut explorer sans inspiration. Donc voilà, vous voyez sur le Doppler morphologique, ça c'est la moyenne, ça c'est la gauche, et puis le début de la droite, et ça c'est la veine cave inférieure rétrohépatique. Voilà, deuxième structure qu'on étudie dans la vascularisation hépatique, on a l'artère hépatique. Donc là, vous voyez une coupe morphologique, un Doppler morphologique. Vous voyez, donc vous avez l'aorte, voilà. Vous avez l'aorte, la veine cave inférieure, vous avez la veine porte. Ça, c'est l'artère hépatique commune. Ça, c'est l'artère hépatique excusez-moi, ça c'est le tronc cœliaque et ça c'est l'artère hépatique commune et ça c'est l'artère splénique. Voilà. Et ça c'est le Doppler, vous voyez le codage couleur. Troisième structure qu'on étudie en Doppler, c'est le tronc porte. Donc voilà, vous voyez le tronc porte, on fait le Doppler et on étudie sa modulation. Il doit être modulable avec la respiration. Il ne doit pas dépasser 15 cm seconde. Et puis, cinquième structure qu'on étudie en échographie, c'est la vésicule biliaire. Elle a généralement une forme de poire. Elle ne doit pas dépasser 4 cm transversalement et une longueur de 8 à 12 cm. Elle ne doit pas la dépasser, c'est surtout chez le grand enfant. Et sa paroi, elle est généralement hyperéchogène, fine, régulière et ne doit pas dépasser 3 à 4 mm. Voilà, vous voyez, la vésicule biliaire, ça c'est l'infundibulum, ça c'est le corps et ça c'est le fond avec une paroi qui est légèrement hyper, d'accord? Ça c'est le foie, ça c'est la tête du pancréas. Donc deuxième organe qu'on étudie en écho-abdominal, c'est la rate. Donc la rate, c'est un organe hématopoïétique. Il est périphérique, il est généralement postérieur. Sa longueur, il ne doit pas dépasser 12 cm, une largeur 8 cm, 6 à 8 cm et une épaisseur à 4 cm. Donc nous, les radiologues, on dit 4 x 8 x 12. Donc il ne doit pas dépasser cette taille pour les grands enfants. C'est un organe impair, il est au niveau de l'hypocondre gauche. Donc, ses rapports, il a des faces et des bords et des pôles. Donc, il a une face latérale avec le diaphragme. Il a une face médiale avec l'estomac et la queue du pancréas. Et il a une face dorsomédiale avec le rein et la surrénale gauche. Les pôles, il a un pôle supérieur. Voilà, il a un pôle supérieur et un pôle inférieur avec un bord ventral. Ça, c'est à l'état normal. Donc voilà, il a une forme en pyramide avec une face diaphragmatique et une face gastrique et une face rénale et une face en regard de l'angle colique gauche. Ça, c'est important. Il faut toujours savoir ce qui est normal pour connaître la normale. Vous n'êtes pas obligé de connaître quoi l'anomalie, mais si vous connaissez que c'est anormal, c'est très bien. Donc voilà. Donc la taille de la rate, comme je viens d'expliquer, il ne doit pas dépasser 4 x 8 x 12. D'accord? Donc généralement on étudie sur l'échographie le grand axe, donc il ne doit pas dépasser 12 chez le grand enfant. Et puis le reste c'est une biométrie en fonction de l'âge. Qu'il faut respecter. Donc voilà comment on étudie la rate. On fait une mesure depuis le pôle supérieur jusqu'au pôle inférieur. Et pour le reste des diamètres, donc on les prend longitudinalement pour prendre le diamètre transversal et la hauteur aussi. Donc vous voyez, pour la taille, tout d'abord, il faut prendre presque
tout le parenchyme splénique. Donc voilà, vous voyez, on arrive à prendre la rate. Il faut pas oublier que c'est un organe postérieur. D'accord. Donc il faut vraiment essayer de le prendre parce qu'il y a le cul-de-sac pleural qui va nous gêner trop pour prendre le pôle supérieur. Donc voilà, c'est le diamètre bipolaire de la rate. Voilà la biométrie de la rate. Donc généralement, on démarre pour le nouveau-né par 4 cm de longueur et on arrive jusqu'à 12 cm chez le grand enfant. Donc les contours, ils doivent être des contours bien réguliers. Voilà. Et il faut bien explorer les facettes. Donc la face, on regarde du diaphragme, il n'y a pas une anomalie ici. Et puis il faut bien explorer le i splénique, voir la veine splénique, l'artère splénique. Et puis ça c'est la face, on regarde du rein. Et ça c'est la face, on regarde de l'estomac. Et ça c'est la capsule qui est généralement invisible, discrètement hyperéchogène, mais généralement invisible. Donc l'écostructure, c'est une écostructure qui est généralement identique au rein homolatéral, d'accord. Donc voilà, vous voyez la coupe transversale et la coupe longitudinale de la rate. C'est une écostructure qui est homogène et elle est généralement inférieure à celle du foie et légèrement supérieure à celle du rein homolatéral. Quelles sont les coupes de référence pour la rate? Donc ça, c'est ce qui est important. On a la coupe longitudinale et la coupe transversale. Donc la rate, elle est mieux visualisée en intercostale gauche, d'accord. Et surtout, s'il y a vraiment beaucoup d'artefacts digestifs et beaucoup d'artefacts pleurales, la coupe postérieure, il faut demander au malade de faire décubitus latéral droit pour bien visualiser toute la rate, voir est-ce qu'il y a une anomalie ou une lésion splénique. Donc voilà la coupe longitudinale de la rate. Vous voyez, elle est en intercostale. Vous voyez la sonde avec le bout ici. Et on arrive à voir partiellement la face diaphragmatique et on arrive à bien voir la face gastrique. Bien sûr, avec bien visualisation, le pôle supérieur. La coupe transversale, vous voyez comment on réalise la coupe transversale, la sonde. Et donc, on va voir partiellement, chaque côté, partiellement. Vous voyez, il y a les côtes et on coupe pour voir partiellement. Vous voyez les côtes, les côtes, voilà. Et on arrive à voir et on demande au malade de faire inspiration, expiration pour voir tout le parenchyme splénique. Comment il est. Et dans la coupe transversale, on arrive à voir la face gastrique et partiellement la face rénale. Il faut encore étudier le pédicule splénique. Donc, vous voyez, on le regarde morphologiquement et après, on fait le Doppler morphologique pour voir est-ce qu'il est vascularisé ou non. La coupe longitudinale de la veine splénique. Donc là, vous voyez, ça c'est la queue du pancréas, ça c'est la veine splénique. Donc ça c'est transpléomésaraïque et ça c'est l'aorte. Vous voyez, donc elle vient de ce côté-là. On va la voir partiellement. Donc après la rate, on va voir l'écho-anatomie des reins. C'est vraiment très important d'explorer les reins. On a beaucoup de demandes pour échographie rénale. Donc généralement, l'exploration des reins a pour but d'explorer tous les reins, donc les reins, les loges rénales, les uretères, la vessie. Première exploration, c'est une exploration morphologique en mode B. On étudie la morphologie du rein, la taille, l'épaisseur du cortex rénal, la présence d'un syndrome de masse. Est-ce qu'il y a une désorganisation corticomédulaire? Est-ce qu'il y a un envahissement intra-péri-rénal? Le Doppler, il permet d'étudier, il permet aussi d'étudier est-ce qu'il y a une anomalie parenchymateuse, parce que chaque fois qu'on a une imputation de la vascularisation rénale, il y a un problème.
Est-ce qu'il y a une néphrite? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il faut chercher. Il faut bien voir morphologiquement. Donc, rechercher est-ce qu'il y a une pathologie vasculaire spécifique et rechercher est-ce qu'il y a une complication vasculaire post-biopsie. Donc, les principales indications, tout ça, vous le connaissez. L'hématurie, l'infection, les calculs, tout ça, vous le connaissez. Donc, morphologiquement, l'échographie, elle permet d'analyser le parenchyme cortical et médulaire, la surface, l'analyse du sinus et la région hilaire, l'atmosphère périrénale, il est très important, et chercher des calculs aussi, la mensuration rénale, elle est très importante. Donc, le compte rendu doit mentionner mensuration rénale comparative, la forme et la morphologie rénale, l'état de l'appareil collecteur et les uretères, et parfois les variantes. Est-ce qu'il y a une anomalie, une image anormale au niveau du sinus, au niveau corticomédulaire ou quelque chose d'anormal. Donc, techniquement, on a besoin, en fonction de l'enfant, est-ce que c'est un grand enfant ou un petit enfant? Ça, c'est 3 à 5 MHz pour les grands enfants. Pour les petits enfants, les sondes superficielles. On installe l'enfant, si possible, en décubitus latéral avec surélévation du bras homolatéral. On peut démarrer par décubitus dorsal et après, on peut changer la position. Donc l'examen, il est généralement dynamique parce que l'organe, il est mobile avec la respiration. Donc on doit explorer la face supérieure et la face inférieure en demandant à l'enfant de faire des apnées, une inspiration profonde pour voir le pôle supérieur et une expiration profonde pour voir le pôle inférieur, surtout pour les grands enfants. La mesure, c'est une mesure bipolaire. Elle se fait généralement par voie antérieure dans le plan sagittal, légèrement oblique. Elle est généralement utile de répéter à chaque fois. Donc, on ne fait pas une seule mesure pour le rein. Il faut vraiment mesurer au minimum 2 à 3 fois. Donc, on mesure 2 fois minimum. D'accord? Donc là, vous voyez un rein droit avec une coupe bipolaire et une coupe transversale en regard du hile rénal. Donc voilà, vous prendre les mesures. Alors, on prend les mesures comme ça pour ne pas donner une fausse mesure. Hypotrophie, par exemple, parfois on a pas mal de comptes rendus. Premier compte rendu normal, deuxième compte rendu hypotrophie d'un seul rein. Donc ça, c'est opérateur dépendant. Il faut vraiment mesurer plusieurs fois. Donc les contours, ils doivent être contours bien réguliers. La particularité chez l'enfant, c'est que on a des contours parfois qui sont lobulés, bosselés, en fonction de l'âge, surtout chez les petits enfants, les nouveau-nés. L'échogénicité, donc le cortex, il apparaît généralement homogène, discrètement hypoéchogène. Voilà le cortex. Discrètement hypoéchogène, il est comparatif au parenchyme rénal homolatéral, hépatique homolatéral. La médulaire, il est généralement un peu plus hypoéchogène. Voilà la médulaire, un peu plus hypoéchogène. On a toujours des petits triangles hypoéchogènes correspondant à des colonnes de Bertin. Le sinus rénal, voilà le sinus. Il est formé, excusez-moi, par des éléments vasculaires, la voie excrétrice, les lymphatiques et le tissu cellulo-graisseux. Donc, généralement, il est hyperéchogène. Donc, excusez-moi. Donc, pour l'échogénicité, vous voyez, ça c'est le cortex, ça c'est la médulaire, et ça c'est le sinus. Voilà. Je peux prendre... Donc, vous voyez la médulaire, elle est en hypoéchogène. Et pour la capsule, elle est en hyper. Et le cortex, voilà, le cortex, il est comparable à celui du parenchyme hépatique. Pour la vascularisation, donc, on étudie la vascularisation, voir le hile, les pédicules et tout ce qui est intra-rénal. Le sinus, comme je viens de dire, il est
hyperéchogène. Donc là, voyez le Doppler. Ça, c'est morphologique. Vous voyez morphologique. Quand on réalise le Doppler, vous voyez, ça, c'est la veine rénale, l'artère rénale, et ça, c'est les branches intrarénales. Pour l'enfant, la particularité, c'est que il y a des lobulations fœtales, vous voyez. Ça, c'est un examen qui est tout à fait normal, c'est un rein normal chez le nouveau-né. Vous voyez des lobulations, c'est une hypertrophie des colonnes de Bertin qui sont tout à fait normales. Il faut vraiment faire la différence. Sinon, quelqu'un qui n'est pas expérimenté, il va donner qu'il y a une anomalie au niveau rénal. Voilà, on a une seule hypertrophie d'un seul côlon de Bertin. Voilà. Si les gens qui sont pas habitués à ça chez l'enfant, il va donner qu'il y a une anomalie localisée ici. Donc, c'est des bosselures qui sont physiologiques. Parfois, ils sont unilatérales. Donc, les coupes de référence pour les reins, on a pour le rein droit, c'est différent par rapport au rein gauche. Pourquoi? Parce que le rein droit, il y a le foie qui est à côté, c'est une fenêtre acoustique. Le rein gauche, on a la rate et on a le cul-de-sac pleural qui vont nous gêner. Donc, à droite, on utilise la voie antérieure. Voilà la voie antérieure ici. Donc, en antérieur, vous voyez le schéma. On positionne le malade. Voilà, vous voyez la fenêtre acoustique du foie. Donc le foie, c'est un meilleur organe qui va nous laisser explorer le foie droit d'une façon vraiment meilleure. Donc on arrive à voir le pôle supérieur, le pôle inférieur. Ça, ici, il y a la surrénale et ici, il y a l'angle colique droite. Toujours voie antérieure. Voilà, vous voyez le schéma. Le malade, il est en décubitus dorsal et on met la sonde comme ça transversalement pour explorer tout le rein longitudinalement avec la coupe de référence ici. Voilà. La coupe transversale, elle est, on prend la sonde, on la fait tourner dans le sens de rotation de la sonde 80 degrés. Donc voilà, vous voyez le schéma ici. Donc la sonde, on la fait tourner et on prend une image transversale en regard d'huile rénale pour prendre les mesures. Donc vous avez la veine cave, vous avez l'aorte et le rein, le foie droit et le muscle psoas. Ça, c'est la vertèbre. La deuxième vue qu'on peut faire, c'est la vue latérale ou la voie latérale pour prendre les mesures du rein. Donc, on positionne la sonde en coupe frontale au niveau du flanc droit, en regard de la 10e, 11e côte. Ça, on va le voir pratiquement. Et là, vous voyez une autre image. Donc parfois, on a des malades qu'on n'arrive même pas de prendre les deux reins, surtout le rein gauche. On n'arrive même pas à le prendre. On le cherche. Il faut vraiment faire des coupes, demander aux malades de faire des positions, inspiration, expiration, parce que surtout chez les grands enfants, hein, c'est comme l'adulte. Hein. L'adulte, c'est autre chose. C'est une exploration un peu difficile. Donc pour la voie latérale, voilà, on arrive à prendre la voie latérale. On a le foie, un petit bout du foie. Pas tout le foie, parce que le foie, au début, on l'a vu par voie antérieure. Maintenant, on le voit par voie latérale. Donc, juste un petit bout, ça veut dire le segment 6 qu'on le voit en regard du rein en voie latérale. Transversalement, dans la même voie latérale, donc on prend l'image du rein, on arrive à bien explorer le muscle psoas par rapport à la voie antérieure. On n'arrive pas à explorer le psoas. Le psoas, il est postérieur, d'accord? Donc, on arrive à explorer bien le psoas, donc voir la région, le heel, et puis on a juste le segment 5 et 6 du foie qu'on arrive à le voir. Voilà, donc c'est la voie latérale. Toujours, donc on passe, excusez-moi, au rein gauche, voilà. Donc la coupe de référence pour le rein gauche, on a tout d'abord la voie latérale, d'accord? Donc pour le rein droit, c'est la voie antérieure, voie latérale. Pour le rein gauche, c'est la voie latérale, voie postérieure.
d'accord, pour explorer. Donc, pour le rein gauche, la coupe de référence, c'est la voie latérale. Première coupe, on demande au malade de faire une inspiration profonde. On positionne la sonde en coupe frontale gauche. Et puis, le marqueur de la sonde, il doit être situé vers la tête du patient. Voilà, vous voyez, ça c'est la rate, un petit bout de la rate. Et ça, c'est le rein gauche et un bout du psoas. Voilà l'image, comment on réalise. Vous voyez le malade, il est en décubitus, la sonde, elle est voie latérale, d'accord, pour bien prendre le diamètre bipolaire. La même coupe, on change juste la direction, rotation anti-horaire, pour prendre la coupe transversale du rein gauche. Voilà, vous voyez, une coupe transversale, le petit bout de la rate, le sinus, d'accord, et le rein gauche. Voilà, une autre coupe, le rein gauche. Ça, c'est l'angle colique gauche, la rate, les artefacts digestifs, d'accord, et ça, c'est le psoas. La deuxième coupe qu'on utilise pour le rein gauche, c'est la voie postérieure. Ça veut dire, on demande au malade, là vous voyez, il est en décubitus ventral, on met la sonde au niveau postérieur pour voir le rein gauche bien exploré. C'est vraiment si on n'arrive pas à voir par voie latérale. Donc là, vous voyez, on arrive à voir le rein sur sa totalité. En coupe transversale, on change la sonde. Vous voyez, la sonde longitudinale, la sonde transversale. Vous me suivez? Voilà, une autre coupe. Ça, c'est pour... voilà, vous voyez, une autre coupe. Donc, on passe au pancréas, l'étude du pancréas. Chez l'enfant, on arrive bien à étudier le pancréas. C'est pas comme l'adulte. Hein. L'enfant, vraiment, il est échogène pour voir le pancréas. Donc, c'est un examen de première intention pour le pancréas, l'échographe. On utilise généralement la sonde profonde, la sonde de 2 jusqu'à 5 MHz. L'étude, elle doit être faite morphologiquement, mode B et en Doppler. Donc, les conditions d'étude, le malade doit être à jeun. Pas d'exploration pancréatique isolée, donc c'est un examen habituel. Et il est toujours associé à l'étude du foie, des vésicules biliaires, de la rate. Et la voie d'abord, c'est une voie antérieure. Et parfois, si on n'arrive pas à bien voir, en décubitus latéral gauche ou postérieur gauche. Parfois, il est gêné par les gaz ou l'obésité, mais chez l'enfant, on arrive à chasser les gaz, bien sûr, en appuyant sur l'abdomen. Donc, le pancréas, c'est un organe qui est profond, en situation rétropéritonéale. Classiquement, il est en 4 parties. On a la tête, l'isthme, le corps et la queue. Donc, tout ça, il faut le voir en échographie. Donc, techniquement, il faut voir l'écostructure, la taille, la forme, les contours. Est-ce qu'il y a une anomalie péripancréatique, une collection? Est-ce qu'il y a une dilatation du canal pancréatique, une dilatation des voies biliaires en regard? Est-ce qu'il y a un épanchement tout autour, un faux kyste du pancréas? Voilà, est-ce qu'il y a une fracture aussi pour les traumatismes pancréatiques? Donc, la configuration externe du pancréas, voilà, vous voyez, ça c'est le tronc splénomésorrhaïque, ça c'est la veine splénique, l'aorte, la veine cave. Vous voyez, tout ça c'est le pancréas, ça c'est sa tête, le crochet, l'isthme, le corps, la queue. Voilà. Toujours configuration externe. Vous voyez, l'écostructure du pancréas, elle est généralement hyper échogène par rapport au foie. Généralement, voilà le corps, il faut faire les mesures. Voilà la queue. Chez l'enfant, l'échogénécité est généralement égale à celle du foie gauche. Voilà, vous voyez. Un peu plus par rapport au foie gauche. Les contours, ils sont réguliers. Les lobulations, ils sont peu visibles.
Les coupes de référence pour le pancréas, c'est des coupes longitudinales et des coupes transversales. Voilà. Donc pour l'anatomie, la tête du pancréas, le corps, la queue, ça c'est l'artère mésentérique supérieure, ça c'est le tronc-porte, le foie gauche, d'accord, et ça c'est la veine cave. Voilà. Une autre coupe de référence, coupe sagittale du pancréas, voilà le pancréas, ça c'est l'aorte, ça c'est le pancréas, ça c'est le tronc cœliaque, le corps du pancréas. Il faut voir aussi, est-ce qu'il y a une dilatation du canal pancréatique principal? Chaque fois qu'il est visible, il est un peu dilaté. Normalement, il est invisible. Étudiez la vascularisation du pancréas. Vous avez le tronc splénomésorique, vous avez la veine splénique, vous avez le tronc cœliaque, l'aorte, la veine cave. Voilà. On passe à l'étude de l'intestin grêle. Donc, l'intestin que vous connaissez, vous avez le jéjunum, le duodénum, l'iléon. Voilà. Donc, chaque structure a une écostructure, chaque organe. Donc, l'iléon normal chez les enfants, il est différent s'il est vide ou s'il est plein. Ça, c'est pour le côlon, les valvules. Voilà, vous voyez. Donc, le calibre, il doit pas dépasser 3 mm. L'écostructure, il doit être homogène. L'applicature, voilà. Vous voyez, l'applicature, les valvules connivantes jéjunales, ils sont différentes de celles qui sont iléales. Vous voyez, ils sont plus fréquentes en jéjunum par rapport à l'iléon. Ça, bien sûr, c'est en cas de digestif qui n'est pas plein, qui est vide. La stratification pariétale, vous voyez, pour l'iléon, on a la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse. Donc tout ça, on a des couches hyper, hypo. Voilà. Vous voyez, c'est une structure du jéjunum qui est tout à fait normale. Vous voyez le jéjunum comme il est très dense. Pour le côlon, l'écostructure du côlon, on l'étudie d'une façon périphérique, d'accord? On cadre pour voir son calibre, son contenu, sa surface, est-ce qu'il est péristaltique ou non, voir les reliefs, les ostrations, d'accord? Donc généralement, voilà les ostrations. Voilà sur une coupe, ça c'est le côlon. D'accord, la paroi colique. Et c'est comme, c'est tout le digestif, il est comme ça. Donc muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse, séreuse, hyper, hypo. Ils doivent être, on doit respecter ça, mais c'est vraiment tellement fin, il ne dépasse pas 3 mm ou 2 mm. Chaque fois qu'il dépasse cette épaisseur, il y a une anomalie, il y a un épaississement. Il faut chercher aussi l'atmosphère, voir l'atmosphère péridigestive, ça veut dire les ganglions. Vous voyez là, il y a beaucoup de ganglions mésentériques. Quelles sont les applications cliniques dans la pathologie abdominale? Donc, je ne sais pas, est-ce que j'ai le temps de vous présenter ou on passe à la machine? Donc, quand vous voulez. Moi, j'ai beaucoup de choses à présenter, mais vous m'arrêtez si vous voulez qu'on passe à la machine. Donc, premier cas, 10 ans, suivi pour leucémie myéloïde aiguë, qui présente des douleurs abdominales diffuses avec distension abdominale et une fièvre, bilan biologique neutropénie avec syndrome infectieux sévère. Donc, échographie a été demandée. Donc là, vous voyez sur l'écho le foie, le rein, les anses digestives. Vous voyez, ils sont vraiment épaissis. Là, vous voyez, on regarde d'huile hépatique, il y a un ganglion. Et vous voyez là, il y a un épanchement intrapéritonéal. Donc, c'était une hépatomégalie avec des adénopathies hilaires hépatiques et un épaississement digestif et un épanchement intrapéritonéal. Un deuxième cas, 9 ans, retard staturo-pondéral avec bicytopénie. Une écho a été demandée. Donc là, vous voyez le foie.
il est vraiment augmenté de taille par rapport au rein. Donc chaque fois que vous voyez le foie, le rein, il est refoulé, vous avez un foie qui est augmenté de taille. D'accord? Donc vous voyez la rate aussi, il est augmenté de taille. Donc c'est une spléno-hépatomégalie homogène. 10 ans suivi pour une anémie hémolytique, suspicion d'une maladie inflammatoire ou une maladie de surcharge, qui présente une splénomégalie avec douleur de la fosse iliaque droite, apyrétique. Donc, une écho a été demandée. Donc là, vous voyez, exploration de la rate. Tout ça, c'est la rate. Mais sur la rate, sur la sonde superficielle, on voit qu'il y a une anomalie, une plage hypoéchogène, très hypoéchogène, qui est mal limitée un peu. On fait le Doppler, il n'est pas vascularisé. Donc là, c'était un infarctus splénique sur une splénomégalie vraiment qui est hétérogène. Enfant de 2 ans et 8 mois, sans antécédent, qui présente une distension abdominale. Donc voilà, une écho a été demandée. Vous voyez, vous avez une volumineuse masse rétropéritonéale. Vous voyez là, ça c'est la vertèbre. Vous avez ici normalement le rein, donc il est refoulé. Ça c'est la rate. Vous avez une volumineuse masse. Vous voyez le rein de ce côté-là. Il y a une masse ici. Donc c'était un néphroblastome. Enfant de 7 ans, c'est juste pour vous montrer quelques images. Enfant de 7 ans, prise en charge d'une leucémie aiguë, examen clinique sans anomalie. Écho a été demandé. Donc, vous voyez, on a le foie, le Doppler, vésicule biliaire, le rein, d'accord? Donc, le foie, rein, vésicule biliaire, et ça, c'est la vessie, d'accord? Un petit épanchement intrapéritonéal. Donc, qu'est-ce que vous remarquez quand on réalise le Doppler? Là, il n'est pas très perméable, vous voyez? C'est une thrombose veineuse ici, d'une branche portale gauche. Et là, vous voyez, il y a un épanchement et vous voyez un sédiment intravésical. La vessie, c'est pas vraiment translucide. Il y a un sédiment intravésical. 15 ans, hémophilie sévère, douleur de la fosse iliaque droite. Donc, voilà, on explore la fosse iliaque droite. On tombe sur ça. Une image, ça fait une collection intrapéritonéale. Hyperéchogène, hétérogène, c'était un hématome intrapéritonéal vu qu'il est suivi pour hémophilie. Tout ça, c'est des dossiers du CHU, du service. Nourrisson de 7 jours, vomissement bilieux avec refus tété et conservation du transit, examen abdomen légèrement distendu, donc l'ASP a été réalisé. Vous voyez, vous avez un abdomen qui est un peu aéré, avec une probable distension gastrique. On réalise l'écho. Donc là, vous voyez, au niveau, ça c'est l'aorte, la veine cave, vous voyez une image avec un Doppler, un enroulement des vaisseaux. C'était un volvulus. D'accord? Du grêle sur mésentère incomplet. Un nourrisson excusez-moi, c'est une erreur. J'ai corrigé, mais je sais pas pourquoi on n'a pas été. Donc, un nourrisson de 1 mois qui présente des vomissements de 3 jours. Donc, depuis 10 jours, excusez-moi. Donc, vous voyez, ça c'est l'exploration du pylore. Vous voyez la stase gastrique et l'exploration du pylore. Vous voyez le pylore, il est très, très hypertrophié avec des mesures, voilà, supérieures à 15 mm. Donc, c'était un épaississement pylorique, une sténose hypertrophique du pylore. Un enfant de 3 ans avec douleur abdominale depuis 3 jours, et accès de pâleur, rectoragie depuis 2 heures. Donc, un ASP a été demandé. Vous voyez, il y a multiples niveaux hydroaériques. Qu'est-ce que vous suspectez? Invagination, voilà, effectivement, c'était une invagination. Vous voyez, donc invagination avec quelques structures ici, intra dans le boudin, c'est des ganglions, d'accord? Et puis là, vous voyez, sur le digestif, il est un peu épaissi avec un épanchement. Donc, il y a une souffrance digestive associée. 14 ans, douleur abdominale avec vomissement depuis 15 jours. Voilà, sur l'échographie, on visualise un important épaississement digestif avec une image en cocarde,
ici. Et en dedans, vous voyez qu'il y a quelques images en hyperéchogène. Donc, ça peut être un lymphome, oui, mais là, vous voyez sur la distension coulique, là, vous voyez, il y a une image comme un polype, d'accord? Vous voyez, elle est vraiment visible ici. C'est comme un polype. C'était une invagination sur une polypose. Voilà. Un enfant de 3 ans avec distension abdominale et pâleur profonde, bilan infectieux positif. Vous voyez le foie, la rate, l'épanchement. Ça, c'est la rate avec structure, le pédicule vasculaire splénique. D'accord? Donc, l'épanchement intrapéritonéal, vous voyez. C'était un foie dysmorphique sur HTP et en décompensation acétique. Enfant de 9 ans, douleur abdominale. Donc voilà, écho a été demandé, le foie, une lésion superficielle, des adénopathies au niveau du hile. Alors vous voyez, il y a des adénopathies ici mésentériques. Il y a un discret épaississement digestif. Donc c'était une tuberculose multifocale. Ça fait des adénopathies nécrosées. Et vous voyez une petite lésion hépatique sous-capsulaire. 4 ans, douleur abdominale. Donc, une échographie a été demandée. Vous voyez, ça c'est l'exploration de l'épigastre. Vous voyez l'aorte, le tronc cœliaque qui est vraiment allongé. Il y a beaucoup d'adénopathie ici. Vous voyez le rein, il y a une dilatation. Ça c'est la rate qui est vraiment nodulaire. Et vous avez la vésicule biliaire avec un discret épaississement pariétal. Donc c'était une coulée ganglionnaire rétropéritonéale responsable d'une dilatation des voies excrétrices. C'était un lymphome. Donc un autre cas, enfant de 4 ans, douleur abdominale. Donc vous voyez l'exploration, c'est pas le même cas, voilà. L'exploration, excusez-moi, voilà. Donc, vous voyez l'exploration abdominale, on tombe sur une masse au niveau surrénalien, vous voyez, ici, surrénalien, quelques calcifications intralésionnelles. Donc, c'était un neuroblastome surrénalien. Nourrisson de 22 mois, prise en charge d'une crise convulsive avec déshydratation, bilan biologique, insuffisance rénale, écho a été demandé. Voilà, vous voyez, le rein, il y a une dilatation, le rein, d'accord, dilatation, vous voyez. Le contenu, il est filmo-échogène, d'accord. Il y a un aspect qui est tubuleux de l'urtère. Voilà, et sur le rein, on a une souffrance avec une plage hyperéchogène. C'était en rapport avec une néphrite, urétérohydronéphrose bilatérale avec des foyers de néphrite sur un reflux vésico-urétral. Donc, enfant de 6 ans, infection urinaire à répétition avec des coliques néphrétiques. Actuellement, trouble de conscience avec insuffisance rénale et bilan infectieux qui est positif. Donc, on fait une écho, vous voyez. Donc, vous avez les 2 reins. Vous voyez la morphologie du rein, il est vraiment non respecté. Il est hyperéchogène avec des images en arc, avec des camps d'ombre postérieurs. Donc, ça fait des calculs avec dilatation. Donc, c'est multiplicase calicielle avec dilatation calicielle en bilatéral. Donc, on a réalisé l'ASP, vous voyez, multiples calculs rénaux, bilatéraux, multiples opacités. Voilà. Donc, on passe, je pense que c'est la dernière échographie, c'est l'écho testiculaire. Donc, c'est un examen qui est très demandé chez les garçons. Donc, les testicules, ils sont intrascrotales. Donc, les formes, ils sont ovoïdes. Vascularisation, il y a l'artère principale, c'est l'artère spermatique ou testiculaire. Donc, le patient doit être en décubitus dorsal. La sonde utilisée, c'est la sonde superficielle. L'examen toujours bilatéral et comparatif. Et il faut toujours ne pas oublier le Doppler couleur
pour voir la vascularisation de l'organe. Donc l'écostructure, il est homogène, il doit être homogène. La taille, elle doit pas dépasser 15 mm à la naissance normalement, après 2 cm à l'âge de 3 mois, et après c'est à l'âge de puberté, c'est il ne dépasse pas 5 cm de grand axe. Donc la vascularisation, elle est généralement faible. Il faut vraiment détecter et diminuer le PRF pour bien voir la vascularisation. Voilà, vous voyez une image d'un testicule, voilà. Vous voyez longitudinal, le red testis et l'épididyme transversal. Ça, c'est le grand enfant. Il faut calculer le diamètre. Voilà, donc on calcule toujours le volume. Les 3 mesures, donc transversale et longitudinale. L'épididyme, c'est une structure au-dessus du testicule. Il faut toujours la vérifier, voir son corps, sa tête et sa queue. Il ne doit pas dépasser 3 à 5 mm au niveau du corps, 13 mm au niveau de la tête et 10 mm au niveau de la queue. Donc, vous voyez la tête épididymaire, ça c'est le testicule, la tête épididymaire, elle est homogène. Vous voyez, voilà, vous voyez le corps de l'épididyme, il est tuméfié avec une petite collection. C'est une collection dans le cadre d'une orchépididymite. Il faut étudier toujours le cordon spermatique, voir est-ce qu'il y a un tour de spire, voir est-ce qu'il n'y a pas une anomalie. Donc là, vous voyez le Doppler morphologique, la veine et l'artère, et vous voyez on coupe longitudinal, l'artère spermatique. Quelques applications en pathologie testiculaire, donc enfant de 14 ans, grosse bourse aiguë depuis 3 jours. Donc là, vous voyez l'écostructure, il est un peu légèrement hétérogène, il est hyper vascularisé, hein, on trouve pas le testicule comme ça vascularisé, il est hyper vascularisé. Vous voyez, ça c'est la tête épididymaire et un petit épanchement ici, intrascrotal. Donc c'était une orchiépididymite et l'hypervascularisation dans le cadre de l'inflammation. Sait-on infection de la sphère ORL il y a 10 jours qui présente une faction scrotale à H8 en bilatéral avec des signes inflammatoires. Donc là, vous voyez, importante infiltration des tuniques scrotales avec une petite collection ici. Vous voyez, ça c'est le testicule. Regardez l'infiltration des enveloppes scrotales. C'était une orchiépididymite compliquée d'un abcès intrascrotal. Voilà. Donc 11 ans, grosse bourse aiguë droite, évoluant depuis 3 jours, suspicion, torsion. Donc, vous voyez, ça c'est l'épididyme, l'épanchement, le testicule, voilà, vous voyez, et l'épanchement avec épaississement de l'albuginée, épaississement des parois scrotales. Ça fait pas une torsion, c'était une torsion, ça fait pas une torsion du cordon, mais ça fait une torsion d'idatite de Morgani droite. Malade a été opéré avec orchiépididymite droite et hydrocèle de moyenne abondance. Voilà. Il reste l'échographie pelvienne. Donc pour les filles, c'est un examen de première intention. Il nécessite une vessie pleine pour voir l'utérus et les 2 ovaires. Donc le nouveau-né, les ovaires ils sont bien visibles. La taille elle est généralement inférieure à 20 mm vu la stimulation hormonale. Avant 6 mois, le volume ovarien il est autour de 1 cm3 avec quelques micro-follicules de moins de 20 mm. À l'âge de 2 ans, le volume il est généralement 0,6 cm3, il est diminué de taille, et à l'âge et chez l'enfant impubère, les ovaires ils sont généralement diminués de taille jusqu'à la puberté où il augmente de volume.
Donc, voilà, ça c'est les mesures de l'ovaire jusqu'à 5 ans inférieur à 1 cc, entre 6 et 8 ans 1,2 cc et jusqu'à 13 ans c'est 4 à 5 cc. Donc là, vous voyez une fillette de 5 ans, un pubère. Vous voyez l'ovaire, il est augmenté un peu de taille. Il est aussi folliculaire, vous voyez. Par rapport au nouveau-né, c'est un ovaire qui est diminué de volume. Voilà une adolescente de 14 ans, vous voyez, multifolliculaire, avec une surface estimée à 6. Une fille de 11 ans, voilà, vous voyez, l'ovaire, on arrive à le voir. Voilà. Ça, c'est l'utérus. Ça, c'est la vessie. On fait les mesures de l'utérus sur une coupe longitudinale. D'accord? Et voilà. Les ovaires, la vessie, les deux ovaires, vous voyez, les deux ovaires, ils sont généralement à côté des vaisseaux iliaques. On les cherche à côté des vaisseaux iliaques, on fait le Doppler et on trouve l'ovaire à côté. Voilà un utérus d'un nouveau-né. Il est généralement épais, vous voyez. Ça, c'est la vessie. Coupe longitudinale d'un enfant qui est impubère. On mesure aussi la coupe longitudinale et la coupe transversale au niveau du col utérin et au niveau du corps utérin. Généralement, chez l'enfant impubère, rapport col sur corps inférieur à 1. Chez l'enfant pubère, col sur corps, il est supérieur à 1. Voilà quelques images. Enfant de 2 ans, tuméfaction inguinale gauche réductible. Donc, on suspecte, c'était une fille, on suspecte une hernie de l'ovaire. Donc là, vous voyez, le canal péritonéo-vaginal est ouvert. Il y a un passage de l'ovaire ici en inguinal, vous voyez. Il est en sous-cutané. Voilà, vous voyez l'ovaire. C'était une hernie de l'ovaire gauche. Enfin, l'écho thoracique, voilà. Juste pour voir est-ce qu'il y a un épanchement, est-ce qu'il y a un kyssi datique. Donc, on utilise la sonde convexe de basse fréquence superficielle pour voir est-ce qu'il y a une pleurésie, pneumothorax aussi, mais c'est un peu difficile. Est-ce qu'il y a une masse pulmonaire pour explorer aussi le diaphragme. Et on utilise la sonde haute fréquence pour la paroi, les masses pulmonaires aussi, le diaphragme. Le principe, c'est voir est-ce qu'il y a une anomalie, étudier la paroi, le diaphragme, la plèvre et parfois le cœur. Malade doit être en décubitus dorsal. Les coupes, c'est surtout des coupes intercostales et longitudinales. La sémiologie, c'est un peu difficile. Donc, vous voyez, ça, c'est le poumon avec une réfraction de l'air. Vous voyez, c'est les muscles intercostales. Ça, c'est la côte. Et ça, c'est la graisse sous-cutanée. Voilà, vous voyez, un schéma. C'est les côtes, d'accord? Les côtes. Et ça, c'est le poumon. Donc, avec la respiration, il est mobile. On peut le voir. Quelques applications. Vous voyez, en cas de traumatisme thoracique, on a un pneumothorax, donc on n'arrive pas à voir. En cas de fièvre, cherchez l'épanchement. Voilà, vous voyez le cul-de-sac pleural. Il n'y a pas d'épanchement ici, aspect normal. Là, vous avez une condensation parenchymateuse et là, l'aspect comme le foie. Vous voyez, c'est une hépatisation du parenchyme pulmonaire comme le foie. Enfant de 8 ans, douleur thoracique gauche avec détresse inspiratoire. Vous voyez sur la radio, on a une opacité lobaire inférieure gauche. On fait l'écho, on tombe sur un épanchement. Voilà, vous voyez, ça c'est le diaphragme, ça c'est le parenchyme pulmonaire tassé et ça c'est l'épanchement pleural. Voilà, de grande abondance. On termine. Échographie cervicale. J'ai fait tout pour vous montrer juste un peu initiation. L'écho cervical,
elle nécessite une sonde superficielle, d'accord? Donc, pour étudier voilà, la thyroïde, les glandes sous-max et ce qui est latérocervical aussi, la vascularisation aussi. Le volume de la thyroïde, il est différent par rapport à l'âge. Donc voilà une biométrie pour la thyroïde, d'accord, pour les garçons et pour les filles. Pour calculer la biométrie, donc il faut prendre une image sagittale, une image transversale. Donc les trois mesures. Donc voilà les trois mesures pour prendre le volume de la thyroïde. Donc là vous voyez c'est la trachée, lobe thyroïdien gauche, droit, l'isthme et les deux carotides. L'écostructure doit être homogène, elle est généralement supérieure au muscle, toujours on compare par rapport au muscle muscle sternoclédomastoïdien, donc elle est généralement supérieure à celle du muscle sternoclédomastoïdien à côté. Donc là vous voyez le muscle sternoclédomastoïdien, d'accord, la thyroïde, la vascularisation, elle est un peu vascularisée, ça c'est la trachée, les deux carotides, les deux jugulaires, d'accord? Et vous voyez l'écostructure moins par rapport au muscle. La mesure, donc je viens de vous montrer, transversale, longitudinale, les trois mesures, donc on fait A fois B fois C sur 2 pour avoir le volume en centimètres cubes. La vascularisation, elle est assurée par l'artère thyroïdienne supérieure, moyenne et inférieure. Ça, c'est surtout pour l'étude des thyroïdites quand ils sont sous traitement. Est-ce que le traitement il est efficace ou non? Pour étudier l'index, tout ça, c'est un peu spécialisé. Donc, voilà le calcul de l'isthme en transversal. Le Doppler pour vérifier les deux jugulaires et carotides en bilatéral. D'accord, les deux paquets. Et puis, voir les adénopathies, on a les chaînes ganglionnaires, donc les chaînes, le 1A, 1A et 1B, le 2, le 2B et le 2A, ils sont en sous-angulo-maxillaire, sous-mentonnier, et puis le 3 en latéro-cervical, le 4 et le 5 qui sont basi-cervicales. Voilà, et puis voir les autres glandes, la glande parotide, est-ce qu'il y a des petits ganglions, est-ce qu'il y a une anomalie? Voir les glandes sous-maxillaires, est-ce qu'il y a des adénopathies atypiques? Voilà, vous voyez la glande sous-maxillaire, ici. Quelques applications dans la pathologie cervicale. Donc, tuméfaction sous-mandibulaire, gauche, vous voyez, on a une collection hypoécogène entourée d'un halo hyperécogène. Donc, c'est un adénoflegment. Enfant de 1 an, tuméfaction, toujours, vous voyez, volumineuse collection abcédée, d'accord, sous-angulo-maxillaire. Polyadénopathie cervicale, vous voyez, multiples adénopathies ici qui sont très atypiques. Ça, c'est le hill de l'adénopathie qui est excentré, et ça, c'est le cortex qui est très anormal. Voilà, c'est multiples adénopathies. Voilà, donc j'ai fait le tour pour quelques pathologies fréquentes qu'on les voit en pédiatrie. Donc, je laisse la parole à nos amis de la société Siemens pour voir, pour parler un peu de la machine. Voilà. Vous voulez faire un vrai atelier, voilà, sur une personne, ou juste on parle de la machine? Qu'est-ce que vous voulez? Juste parler de la machine? D'accord. Donc, voilà, on a une sonde superficielle. Oui, oui. Voilà.
pas l'habitude de ça, mais ça va aller. Bonjour à tous. Donc moi je me présente, je suis Elom, je suis ingénieure d'application pour Siemens. Donc aujourd'hui, on est honoré de pouvoir faire partie de cet événement et à l'occasion, on aimerait du coup vous présenter cet échographe qui est en face de vous. Donc c'est l'Acuson Redwood qui est un échographe haut de gamme de la gamme Siemens. Il faut savoir qu'on a un large portefeuille. On a des échographes portables, mais on a aussi des échographes de différentes gammes, donc de l'entrée jusqu'au haut de gamme. Et le Redwood qu'on vous présente aujourd'hui a une configuration de 4 sondes. Il faut savoir qu'on a toutes les sondes possibles en échographie qui sont disponibles sur nos échographes. Donc on va avoir une sonde convexe. Donc c'est la. Alors si je me déplace, j'ai pas le micro en même temps. J'espère que vous entendez quand même. Donc, on a une sonde convexe, donc qui est la 5C1. C'est une sonde qui va être intéressante pour les adultes, mais aussi pour les grands enfants et les adolescents. Mais il faut aussi savoir qu'on a des sondes micro-convexes, donc qui sont plus haute fréquence, donc qui vont jusqu'à 10 MHz pour tout ce qui va être pédiatrie ou néonat. Donc, sachez que ça existe. On va avoir aussi une gamme de sons linéaires, donc comme celle que j'ai entre les mains, pareil avec des gammes de fréquences qui varient. On a des sondes qui vont de 4 et qui peuvent monter jusqu'à 18 MHz. Donc pareil pour les grands enfants, pour l'abdo superficiel ou pour tout ce qui va être thyroïde ou même ostéo-articulaire pédiatrique. On a ce qu'il faut. Merci beaucoup. Il est allumé. Parfait. Je préfère me mettre à côté de l'échographe, je suis plus rassurée. Donc, je parlais des sondes linéaires, donc comme celle-ci que j'ai entre les mains. Faut savoir qu'on a aussi des sondes qui ont des empreintes différentes. Donc ici, comme vous voyez, celle-là, c'est une sonde qui est assez courte, elle fait 3,5 cm de large. Mais on a aussi des sondes comme celle-là, la 18, qui est assez large. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, la fréquence est importante, mais aussi l'empreinte de la sonde. Donc, on a des sondes qui vont de 4 à 18, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et pour la pédiatrie, celles qui vont être intéressantes, c'est la 10-4, donc elle fait de 4 à 10 MHz, qui va être intéressant pour l'abdo, si jamais vous utilisez des sondes linéaires, pour l'ETF aussi, si jamais vous en faites, et je me doute que vous en faites sûrement. Et on a des sondes superficielles linéaires qui vont jusqu'à 16 et qui ont la même empreinte que la 10, parce que du coup, la 18 que j'ai ici est assez large, mais sachez qu'on a une sonde de 16 MHz, donc pour tout ce qui va être thyroïde, ou tissu mou en général, testicules. Donc, on a une sonde de 16 qui est plus fine et qui est pratique pour ce genre d'exploration. On a des sondes endocavitaires, comme vous pouvez le voir, mais je pense que dans votre activité, voilà, vous ne l'utilisez pas, mais sachez qu'on a voilà un large panel de sondes. Les sondes cardiaques aussi, on en a, donc des sondes cardiaques adultes pour des grands enfants, ou des sondes cardiaques pédiatriques. Donc, pareil, au niveau de la fréquence, on sera entre 4 et 8. Donc des fréquences qui sont plus superficielles pour ce genre d'exploration. Ce que j'aimerais aussi vous dire en dernier par rapport aux sondes, c'est qu'il faut savoir que nos sondes fonctionnent en bande de fréquences. On ne travaille pas en fréquence fixe. Donc je vais vous donner un exemple pratique. On a une sonde convexe, par exemple, qui va de 1 à 5 MHz. On va pas travailler à 1, 2, 3 ou 4 MHz, mais on va travailler de 1 à 3, de 3 à 4 et de 4 à 5. L'avantage, c'est que vous avez une image qui est plutôt homogène. Parce que du coup, on va pas se concentrer vraiment sur une certaine profondeur, mais on va prendre une bande de fréquence pour que si vous travaillez admettons, de 1 à 8 cm, de 8 à 15 cm, par exemple, vous ayez vraiment une image qui est homogène sur toute la profondeur d'exploration. Donc, c'est des choses qui sont de base sur nos machines, qui sont réglées automatiquement par l'échographe et qui vous facilitent le travail. Pas besoin de bouger la focale à tout va. Pas besoin de bidouiller l'échographe tout le temps. L'échographe vous règle automatiquement vos fréquences et optimise l'image. On a tous les modes d'imagerie donc qui sont disponibles sur la machine, donc les modes Doppler, le Doppler couleur, le Doppler énergie. On va avoir le Doppler continu si vous faites de la cardiologie. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a un autre mode Doppler donc qui va être pour tout ce qui est microvascularisation, donc un Doppler énergie qui est beaucoup plus sensible justement pour les explorations du rein, par exemple, pour détecter voilà des anomalies au niveau de la vascularisation du rein. Donc c'est des modes qui sont accessibles sur nos échographes. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a des échographes qui sont intuitifs, ça c'est bon à savoir, qui sont simples à utiliser. Je ne sais pas quel type d'échographe vous utilisez déjà, mais sachez que tout le workflow, l'interface, les boutons, l'écran tactile sont pensés justement pour que vous gagniez du temps et que vous
concentriez sur ce qui est plus important, votre patient. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières par rapport aux échographes. Si vous voulez qu'on vous montre des choses particulières, n'hésitez pas. Moi, je suis ingénieure d'application. J'ai mon collègue commercial qui est là aussi. Donc, voilà, si vous avez des questions sur les configurations, sur les prix, on est là pour vous écouter, vous dire exactement la config qu'il vous faut et vous donner, je pense qu'il vous intéresse, une estimation de prix, en tout cas si vous avez des projets imminents. Merci. Merci tout le monde. Merci Myriam. Notre atelier. Je crois que c'est un premier contact. Comme je l'ai dit tout à l'heure avant le démarrage de cet atelier. Donc, on va prendre cette habitude puisque l'échographie maintenant, c'est un outil incontournable, même pour le clinicien. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, c'était l'initiation. Et pour le contact, pour le produit, donc, vous pouvez prendre contact par la suite au cours de la pause. Donc, on aura 15 minutes de pause pour reprendre immédiatement. Merci tout le monde.